Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui continuer et terminer cette leçon introductive sur la thématique de la démocratie. La dernière fois, nous avions fait le grand 1. On va passer aujourd'hui en grand 2 où on va comparer la démocratie et les régimes autoritaires. Et on va d'abord, dans un petit 1, évoquer les différences entre démocratie et régime autoritaire. Dans la première flèche, on va rappeler que les différences tiennent surtout d'abord à l'absence de séparation des pouvoirs. Alors, il existe de nombreux exemples. Par exemple, on va prendre ici l'exemple actuel de la Chine, où certes, vous allez avoir une population chinoise qui est censée voter, mais en fait, au final, vous n'avez qu'un seul parti qui va avoir dans ses mains à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et évidemment le pouvoir exécutif. Donc, on a de nombreux autres exemples où, de toute façon, les pouvoirs sont incarnés dans les mains d'un seul et même homme. Donc, évidemment, vous avez ici des régimes autoritaires qui oublient la séparation des pouvoirs. Or, on avait vu la semaine dernière que la séparation des pouvoirs est une des caractéristiques majeures des démocraties. Seconde flèche, en général, vous avez aussi dans les régimes autoritaires une relation qui est très différente par rapport aux droits de l'homme et à l'opposition politique. Alors le principe, en fait, c'est la négation de l'un des principes qu'on avait vu également la semaine dernière, c'est le pluralisme politique. Donc vous n'allez pas avoir d'autres partis, ou alors lorsqu'ils vont exister, ils vont être en général surveillés, voire même évidemment persécutés. Alors l'exemple que l'on peut prendre, c'est un exemple historique que l'on reverra l'année prochaine lorsque vous serez en terminale, notamment en tronc commun, c'est l'Italie fasciste. Alors dans l'Italie fasciste, dès le départ, vous avez des fascistes qui, dans une organisation qu'on appelle les squadres, vont passer de village en village pour terroriser les opposants à Mussolini. Et évidemment, tous les opposants qui vont tomber dans les mains des squadres seront battus et parfois même un petit peu plus loin. L'exemple le plus concret, c'est celui-ci, Giacomo Matteotti. C'était vraiment le leader de l'opposition fasciste socialiste et il a été assassiné par les fascistes. Donc vous voyez, il avait pris position vraiment contre Mussolini et très peu de jours après il a été enlevé et exécuté. Donc vous voyez ici qu'il y a véritablement la volonté de terroriser l'adversaire, terroriser l'autre parti, celui qui va critiquer la personne qui est en place. Et regardez d'ailleurs, dès 1924, lorsque les fascistes obtiennent une majorité à l'Assemblée, eh bien Mussolini fait voter les lois fascistissimes. Alors vous pouvez prendre le temps un petit peu de les lire, mais ce sont des lois en gros qui donnent des pouvoirs approfondis au chef du gouvernement, à Mussolini. Et puis regardez, quiconque par la parole ou par un acte offense le chef du gouvernement est puni de 6 à 30 mois de réclusion ou de détention et d'une amende de 500 à 3000 lire. Et puis on vous dit aussi que si vous tentez un acte dirigé contre la vie, l'intégrité ou la liberté du chef du gouvernement, c'est 15 ans au moins de prison. Donc vous voyez, dès le départ, dès 1924, on est en présence d'un régime autoritaire qui met en place des lois qu'on a appelées fascistissimes, qui véritablement vont cadenasser l'opposition et en fait font disparaître tout simplement le débat contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir contredire la personne qui est en place. Et puis lorsqu'on est dans des régimes comme Hitler avec l'Allemagne nazie, comme Staline avec l'URSS et comme Mussolini ici dans l'Italie fasciste, on a même évidemment des procès bâclés, des opposants qui sont torturés, qui sont tués. Vous avez vu l'exemple de Matteotti. Et ça, c'est des choses que vous verrez évidemment l'année prochaine. Je rappelle également que Hitler, pour prendre le pouvoir en Allemagne, s'est débarrassé de ses ennemis communistes à travers l'incendie du Reichstag. C'est quelque chose que vous avez vu en troisième et dont on reparlera de manière plus approfondie l'année prochaine. Alors on termine cette petite seconde flèche en rappelant que dans les trois pays dont je viens de vous parler historiquement, où on a des régimes autoritaires et même totalitaires qui vont se mettre en place dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie et l'URSS entre 1918 et 1939, si on vraiment prend l'entre-deux-guerres, vous avez un parti unique, le Parti national fasciste en Italie, le NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi en Allemagne, et puis vous avez le Parti communiste d'Union soviétique en URSS. Donc en général, vous voyez, il y a une disparition des autres partis d'opposition et il ne reste en général qu'un seul parti qui peut arriver au pouvoir et donc va avoir tous les pouvoirs dans ses mains sans évidemment les séparer. C'est ce qu'on a vu dans notre première flèche. Alors on termine également dans une troisième flèche, ce petit 1, en expliquant que on peut avoir aussi des régimes autoritaires que l'on qualifie d'illibéral. Donc un État illibéral, qu'est-ce que c'est? C'est un système politique que vous connaissez un petit peu avec l'exemple de Napoléon III que vous avez vu cette année, dans lequel finalement le principe des élections est maintenu, mais les libertés fondamentales sont réduites.
Donc le très bon exemple de Napoléon III, il a maintenu les élections, notamment des élections qui permettent, vous allez voir, hop, ici au niveau du système, le peuple peut élire ceux qui font partie du corps législatif, mais en fait, si vous regardez bien, le seul qui a l'initiative de la loi, c'est l'empereur, et puis vous voyez, il nomme les ministres qui dépendent de lui, et il y a véritablement ici une place prépondérante de Napoléon III dans ce système donc, que l'on qualifie d'illibéral. Et puis on rappelle que c'est ce même système qui, certes, va donner quelques, on l'a vu ensemble, hein, quelques lois sociales en faveur des ouvriers, qui, on l'a dit, laissent le droit de vote, tout au moins en apparence, mais qui met un vrai système de contrôle. Et puis, bah, regardez, dès 1852, on a des expulsions, notamment des opposants, avec des bannissements et des gens qui doivent ensuite partir du côté de l'Algérie. Vous avez vu l'exemple de Victor Hugo qui préfère s'exiler. Et puis en 1858, on fait passer une loi de sûreté générale. Regardez, c'est ici, c'est un extrait de votre manuel, qui permet d'emprisonner toute personne qui tente de s'opposer au régime et donc d'arrêter toute personne condamnée pour un délit politique depuis 1848. Donc vous voyez très bien ici un contrôle. Donc ce qu'on appelle illibéral, vous voyez, c'est garder en gros une apparence d'élection, puisque le principe d'élection n'est pas remis en cause, mais les libertés fondamentales sont réduites, ce qui permet en fait au régime de se maintenir sur place. Alors la plupart du temps, ce sont des régimes qui sont plutôt populistes, c'est-à-dire, c'est une définition que vous devez connaître, c'est un mouvement politique qui prétend défendre le peuple, d'où le mot populiste, et en général on accuse les élites, les hommes politiques qui existaient auparavant, qui étaient là auparavant, et on leur dit, bah, en gros, ils confisquent le pouvoir aux dépens du peuple. Et donc en général, ces personnes-là ont un argumentaire en disant, laissez-moi aller au pouvoir et je vous servirai, vous le peuple. Donc d'où le mot populiste. Alors aujourd'hui, il y a Viktor Orban qui continue de se qualifier lui-même d'illibéral, c'est-à-dire qu'il dit, alors vous le connaissez, on l'a vu cette année, hein, il affirme que la Hongrie est un régime illibéral, et c'est quelqu'un aussi de très populiste qui s'appuie donc voilà sur cet argumentaire de je suis là pour servir le peuple et je vais en gros débarrasser la Hongrie de tous ceux qui auparavant confisquaient le pouvoir et n'écoutaient pas le peuple. Donc là, Viktor Orban est véritablement dans une tradition populiste. Et puis je vous invite à regarder la vidéo juste après où vous allez voir un peu comment on en arrive à aujourd'hui à un régime illibéral. Vous allez voir notamment par le contrôle des médias. Regardez la vidéo. La Hongrie se déchire, ou comment la télévision nationale est devenue en quelques heures le symbole d'un pouvoir qui confisque la démocratie. C'est ce que disent ces manifestants qui tous les soirs désormais se retrouvent devant le siège de MTVA, ce service public qui ne leur donne plus la parole. Peter Niedermüller est un député hongrois de l'opposition. Il était ce mardi sur notre antenne. La télévision publique hongroise est clairement la principale chaîne d'information pour les habitants des petits villages ou des petites villes, en dehors de Budapest ou des grandes villes. Et nous n'avons aucune possibilité de transmettre notre message sur cette télévision d'État. Et c'est la raison pour laquelle nous protestons. Il n'y a pas de liberté des médias, ni de pluralisme des médias en Hongrie. There is no media freedom and no media pluralism in Hungary at all. Viktor Orban, ou plutôt Viktator comme le surnomment ses opposants, considère les manifestations comme non représentatives et financées de l'étranger pour lui nuire. Au lieu de parler des chiffres, qui encore une fois, si l'on en croit les médias libéraux occidentaux, sont stupéfiants, le nombre réel des gens dans les rues n'est heureusement pas aussi élevé. Nous voyons ces militants politiques financés activement par M. Soros au cours des dernières années se retrouver dans la foule et parmi les auteurs des attaques violentes contre la police. Je dois vous dire que tout ce que vous voyez de la part de la police n'est qu'une réponse. Ces violences ne viennent pas de la police, mais sont une réponse à une foule violente qui a attaqué la police. Les organisateurs parient maintenant sur des manifestations de même ampleur que celles des rassemblements de 2017 contre la fermeture de l'université financée par le milliardaire libéral américain George Soros. Alors vous le voyez, la vidéo confirme bien cette notion de côté illibéral, c'est-à-dire que vous allez avoir des libertés individuelles qui vont être restreintes, et puis vous allez avoir un État qui est de plus en plus fort face à une population qui est en fait de plus en plus contrôlée. Et alors il y a évidemment de nombreux exemples à travers la planète. Hein. Dans le cours, je vous ai mis la Russie de Poutine, on en a parlé aussi cette année. Vous avez aussi les monarchies pétrolières du Golfe. Vous avez évidemment la Chine qui emprisonne les opposants, même si aujourd'hui elle tente
de montrer une certaine ouverture. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de nombreux opposants qui sont inquiétés et derrière les barreaux parce qu'ils ont pris position contre le régime. Alors évidemment, ça vous permet aussi de comparer avec votre système actuel. Vous voyez que par exemple, un média comme Mediapart peut révéler des scandales, par exemple avec l'affaire Benalla ou des scandales un peu plus larges d'État. En visant des ministres par exemple sans être inquiété. Donc ça veut dire qu'en France vous avez véritablement un contre-pouvoir et vous avez une véritable possibilité de vous exprimer, ce que l'on ne trouve pas vraiment dans des régimes illibéraux où on va avoir des lois qui vont cadenasser la presse et donc toute forme d'opposition. Voilà, donc j'espère que ce petit 1 a bien été clair. On va passer maintenant au petit 2 où on va aller voir la forme extrême en gros de l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'on va parler des totalitarismes. Alors pour cette première flèche, on va d'abord rappeler qu'un régime totalitaire, c'est un régime qui veut contrôler totalement la population, tant dans la sphère publique que la sphère privée. Alors l'année prochaine, vous aurez, je vous l'ai dit, un point du programme qui parlera évidemment des 3 totalitarismes de l'entre-deux-guerres, Mussolini, Hitler, Staline, qui ont mis en place donc des régimes totalitaires dans l'Italie, l'Allemagne et l'URSS de l'entre-deux-guerres. Donc évidemment, on va plutôt laisser le développement de toute cette partie à l'année prochaine, même si on va quand même, à titre d'exemple, parler là de celui de Staline. Vous allez voir dans la vidéo qui suit, en gros, qu'un régime totalitaire se base à la fois sur une discipline de fer, donc carrément un état policier, c'est ce qu'on va voir en vidéo, et puis aussi un contrôle dans la sphère privée. Vous allez voir notamment lié par exemple au culte du chef, au culte de la personnalité. Regardez la vidéo et puis on en rediscute juste après. Les premiers visés sont les paysans qui refusent de céder leurs terres à l'État et de rejoindre les kolkhozes, ces immenses coopératives où tout est mis en commun, sous contrôle du parti. Contre eux, Staline envoie des policiers qui sillonnent la campagne et réquisitionnent les récoltes. Ils ont pour mission d'asphyxier les familles qui résistent à sa politique. Torture, viol, assassinat. Ils ne reculent devant rien. Les paysans n'ont plus rien à manger. À Moscou, Staline a décidé d'en finir avec les Ukrainiens qui résistent encore à sa politique. Il interdit aux paysans affamés de quitter leur village pour rejoindre les grandes villes. En toute conscience, il condamne à la mort 5 millions de personnes, dont la moitié d'enfants. C'est l'un des plus grands massacres du siècle. En fait, l'URSS n'est plus qu'un gigantesque état policier. Les agents de Staline sont partout. Ils contrôlent toute la société. Ils ont reçu un ordre terrifiant. Non seulement arrêter les suspects, mais aussi les déporter. Partout, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont regroupés et embarqués vers des destinations inconnues. Ils sont dirigés vers le goulag, les camps de travail soviétiques. De véritables camps de concentration mis en place par Staline, bien avant leur apparition en Allemagne. Ce sont tous des ennemis de la Révolution, du moins officiellement. En réalité, de simples citoyens. Des notables, des religieux qui n'ont rien à se reprocher, mais n'entrent pas dans le moule du régime. Dans le parti, on appelle ça la rééducation par le travail. Et on en est fier. Ici, les esprits déviants doivent être remis dans le droit chemin. En fait, ces prisonniers sont transformés en esclaves.
les camps du Grand Nord, la température tombe parfois jusqu'à moins 50 degrés. Il est dangereux de cesser de bouger. Je n'arrête pas de me pétrir les orteils et de serrer les poings. Le fait de toucher un outil métallique à main nue peut vous arracher la peau. En 1930, il invente une méthode pour désigner officiellement les coupables. Le procès politique. Les accusés sont des scientifiques, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires. Ils sont tous compétents, mais Staline les accuse d'avoir saboté l'économie soviétique. Staline lui-même est absent des débats, mais il a nommé comme juge l'un de ses fidèles, Andrei Vyshensky. Il lui a fixé les peines à prononcer, la mort. Pour que le procès paraisse crédible aux yeux du public, il faut que les accusés avouent leurs fautes. Ils ont été torturés pendant des semaines et ils n'ont pas vraiment le choix. Pour le procureur, c'est maintenant un jeu d'enfant. Un monde où Staline lui-même occupe la première place. Staline est le guide éclairé des communistes. Son portrait est partout. Dans les usines, sur les trains, dans toutes les salles de classe et même dans les salles à manger. Il doit être parfait car il représente la réussite du communisme. Il a lui-même corrigé sa biographie officielle, vendue à des millions d'exemplaires. Sur les épreuves, il a noté à la main. Ajoutez la phrase « Staline est le plus grand capitaine de tous les temps et de tous les peuples ». Bon, alors, évidemment, vous allez développer ces points-là l'année prochaine. Mais c'est tout de même important de rappeler qu'on s'appuie ici sur différents moyens et longtemps on s'est posé la question de est-ce qu'on a une forme de totalitarisme qui finalement, malgré les divergences politiques, se retrouve chez les trois, ou est-ce que ce sont trois totalitarismes finalement différents? Alors les historiens de notamment l'après-Seconde Guerre mondiale se sont longtemps posé cette question-là, et celle qui a probablement le plus amené de réflexion et de précision sur ces totalitarismes, c'est Hannah Arendt. Donc en général, on demande aux élèves de connaître au moins son nom, qui en 1951 a écrit Les origines du totalitarisme et qui a eu une très grande influence sur ce débat. Alors en fait, si on en revient à l'actualité, aujourd'hui, le régime le plus totalitaire qui vraisemblablement existe encore aujourd'hui reste la Corée du Nord. Alors vous savez que c'est toujours un parti unique qui va contrôler l'ensemble de la vie politique et économique, qui est dirigé par donc ce dictateur qu'on a vu cette année sur la thématique qui était liée aux frontières, Kim Jong-un. Qui a succédé à son père, à son grand-père. Alors on l'a dit, il dirige l'armée, le parti, le gouvernement. Les choix de ce chef d'État ne peuvent être contestés. Une idéologie très affirmée, on est entre le communisme et le nationalisme. Et puis évidemment une propagande d'État très forte, un culte de la personnalité et on retrouve certaines caractéristiques que l'on a vues dans les trois exemples historiques. On a aussi des camps de prisonniers politiques. Et là, on a de nombreux inconnus sur cette question, mais on estime qu'il y aurait entre 80 000 et 120 000 détenus arbitrairement dans ce genre de camps de prisonniers politiques. Probablement des opposants politiques, mais surtout toute personne qui, aux yeux du régime, ne rentre pas dans le cadre et dans les structures habituelles et donc doivent être punis. Ça, évidemment, c'est un discours qu'on entend souvent dans les régimes totalitaires, c'est-à-dire mettre à l'écart ceux qui ne
correspondent pas ou ceux qui critiquent le régime mis en place. Voilà, donc j'espère que cette comparaison entre démocratie et régime totalitaire vous permet bien de saisir en gros les enjeux de cette leçon introductive. Ça nous a permis aussi de bien fixer les caractéristiques de la démocratie. Et vous allez voir donc dans le premier axe que l'on fera la semaine prochaine qu'on va véritablement rentrer dans le vif du sujet, où là véritablement on va aller un peu plus loin encore dans les caractéristiques notamment historiques de la démocratie.